Para la cena de esta noche. ¿Queréis quedaros? Donc on va continuer. Josecho, Enrique et Rafa. D'accord. Il y aura 3 intervenants alors. Très bien. Donc très bien. Rafa, Josecho. Parfait. Donc là, on va parler de map carte géocentrique du ciel du mois. Voilà. D'abord, nous souhaitons avoir un petit souvenir pour un collègue qui est décédé la semaine dernière, quelqu'un des très dynamiques de la vallée de Devagoyena à Gipuzkoa. Donc voilà, un petit souvenir. Manu Aragui, Biciola. Il adorait le monde de l'astronomie. Et il était passionné, surtout dans sa vallée de Devagoyena au Gipuzkoa. Voilà. Nous allons faire une petite présentation très courte en basque. Ça a duré 2 minutes. Hein. Et il y aura la traduction en français. Donc... nous sommes venus ici en représentation de l'association scientifique Aranzadi, Enrique, Josecho et moi, Rafa. Nous appartenons au département d'astronomie. Donc, chaque mois, notre département organise le vendredi astronomique. Dans ces séances de diffusion d'informations, outre d'autres sujets, nous préparons les éphémérides de ce mois. Donc, nous préparons un rapport, 2 versions. Une version en espagnol, que vous voyez ici, et puis une autre en basque. Donc, je vais en parler davantage plus tard. Je veux juste dire que nous voyons ici 3 cartes, et puis que les éphémérides de ce mois sont résumées ici. Et Josecho va nous en parler plus tard. Donc, mais nous tenons à souligner un fait qui est que les noms des étoiles, ainsi que des constellations et autres corps célestes sont en basque. Tous les noms sont en basque, la nomenclature qu'on utilise. Et donc, pour cela, nous nous sommes basés sur le planisphère basque, qui a été publié par notre département. Le développement de ce planisphère a supposé en réalité un grand effort pour notre département. Comme nous n'avons pas trop de temps pour la présentation, je tiens à mentionner très brièvement 2 caractéristiques du planisphère très rapidement. Donc, il s'agit de la première map monde entièrement publiée en basque, le premier planisphère publié en basque. Et deuxièmement, je dirais que c'est aussi le seul planisphère conçu pour notre latitude. 43 degrés de latitude nord, et peut être utilisé à partir des points entre 39 et 47 degrés de latitude nord.
celle que vous voyez ici, c'est la deuxième édition qui est déjà disponible. Et puis, nous sommes vraiment fiers de ce nouveau matériel, de ce nouveau outil que nous avons développé pour l'astronomie en basque. Puis voilà, Josécho va nous expliquer un peu les éphémérides. Et là, il va parler espagnol. Je suis désolée, mais on n'a pas de son. Vous m'entendez? La carte est composée de 3 images différentes. D'abord, il y a une projection au format rectangulaire des éléments astronomiques. Il faut pas oublier qu'on voit l'univers à partir de la Terre. Il s'agit d'une carte géocentrique. Donc nous avons entre moins 45 et plus 45 degrés. Voilà la carte. Et puis nous avons les deux cercles qui correspondent aux circumpolaires de l'hémisphère nord et sud. Vous voyez ici un code QR où on a mis toutes les instructions, tout ce que je vais expliquer maintenant, c'est inclus dans ce code QR dans 4 langues, basque, espagnol, français, anglais. En ce moment, on est en train de développer ces cartes en basque et espagnol. On le fait tous les mois, puis puisque tout le travail a été développé, il suffirait de mettre le nom en français ou en anglais pour devenir plus international. Donc nous allons passer maintenant à ce que vous pouvez trouver sur notre site web chaque mois. Il ne s'agit pas d'une carte pensée pour l'imprimer sur papier. On l'a mis ici juste pour nous la montrer, mais on a développé ici un système où on ne va pas pixeler, on peut élargir n'importe quel point, on va le voir parfaitement. Puis vous voyez, tous les éléments de texte peuvent se lire facilement. Donc l'idée est de condenser, de concentrer sur une image tout ce qu'on est capable de connaître, donc tout ce qu'on serait capable de voir à l'œil nu. Nous avons des objets du ciel profond également. Je vais donc mentionner ici dans cette zone rectangulaire. Nous avons, moi j'ai déjà dit, les circumpolaires nord et sud n'ont pas de changement dans un mois, sauf si on a une visite d'une comète, enfin, quoi que ce soit. Mais par contre, dans la carte rectangulaire, nous allons voir pas mal de choses qui vont se déplacer constamment. Donc des parties qui ne varient pas, c'est des règles d'ascension et des déclinaisons qui vont servir pour localiser les objets lorsqu'on va avoir les éphémérides. Jupiter est dans une telle position. Donc ici, vous voyez les règles pour les localiser. Quoi d'autre de fixe? La Voie lactée, les images de la Voie lactée qui ont été maintenues fixes. Et la même chose dans les circumpolaires. Nous avons l'équateur céleste qui va être fixe, et puis l'écliptique qui va toujours être fixe, les constellations avec toutes leurs étoiles. Et les étoiles vont avoir une classe spectrale indiquée. Lorsqu'on dit des fois pour la diffusion, des vendredis de diffusion, on dit que les étoiles ont des couleurs et les gens nous disent quelles couleurs, parce qu'elles sont blanches. Eh bien, c'est plus ou moins blanche. Donc, c'est plus ou moins reflète qu'il y a quelques données qu'on voit ici, dans cette ligne-là. On va donc passer à tout ce qui est variable sur cette carte. Comme vous pouvez le voir, il y a des taches. Des taches ici qui indiquent que l'observation pendant le mois d'octobre dans cette zone-là va être très difficile. Pourquoi ?
Voilà la trajectoire du Soleil. Et voilà un calendrier ici qui va du 1er mars jusqu'au 28 février. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc le Soleil, on l'a mis là, mais en réalité c'est une projection, la projection de l'espace qu'il va occuper sur l'écliptique. Le problème c'est que si on le met là, on met là une ligne jaune pour indiquer le Soleil. Vous voyez ce qui va se passer, ça va déranger pour la trajectoire de Mercure, de Vénus, et puis pour beaucoup d'éléments, la nouvelle lune, etc. Donc c'est facile à comprendre pourquoi. Enfin, cette ligne va se déplacer tous les mois, puis au lieu d'occuper cet espace qui est intéressant, on va le mettre là, en bas. Là, ça ne dérange pas. Donc, le mouvement du Soleil. Et lorsque j'ai dit qu'il y a des objets fixes, j'ai oublié deux éléments importants. J'ai parlé des constellations, des étoiles et leur classe spectrale. Nous avons inclus ici des objets de ciel profond avec leur nom, etc. Et le dernier élément qu'on inclut, c'est les trous noirs. Vous voyez, on a eu un débat concernant la représentation de trous noirs, parce que lorsqu'on regarde le livre ancien, il y a des spirales, il y a différentes manières de représenter les trous noirs, mais puisqu'on a des photos, voilà la représentation de trous noirs. Celui qui est à Sagittaire 1, dans les centres de la galaxie, il y a un autre ici, non, on va le voir, à gauche. Plus à gauche, le voilà, vous le voyez ici. M87, qui a été photographié il y a 3 ans. Donc, puisqu'on a une image, on va la mettre. Donc, on propose qu'à partir de ces rencontres, on puisse arriver à un critère uniforme vis-à-vis du symbole utilisé pour les trous noirs. C'est intéressant, on va faire cette proposition à la fin de cette présentation. On pourrait voter même. Donc voilà les objets fixes. Et puis notre idée, c'est au fur et à mesure qu'il y aurait de nouveautés, on va les introduire. Par exemple, avant, on a parlé avec le président de la fédération qu'il existe déjà des cartes avec des planètes, avec les exoplanètes dessus. On pense que c'est l'endroit idéal pour les représenter, non ? Des éléments variables. Le mouvement de la Lune. Nous avons ici une règle qui va nous indiquer le premier jour. Puis vous allez voir des petits cercles verts qui nous indiquent la position de la Lune le jour 1. Le jour 1, le 1er octobre à minuit. Le 2, le 3, le 4, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut montrer quand on explique cela aux gens? Eh bien, on peut expliquer que la Lune, même si on dit que les planètes et la Lune se voient sur l'écliptique, oui, mais non, ils sont à côté. Des fois, ils sont par-dessous l'écliptique, comme vous le voyez ici, et des fois, à l'inverse, ils sont par-dessus l'écliptique. Donc, cette carte va nous aider à expliquer tout cela aux gens. Lorsqu'on dit que la Lune n'a pas le même angle, les planètes n'ont pas le même angle que la Terre. Bien. Et on a la date ici, par exemple, qui est le 3 octobre. On voit la Lune là. On a une Lune pleine ici, avec la date. On a le passage au mode ascendant. On a le passage par l'apogée, puis avant, on a eu le passage par le périgée. Voilà. Même si on élargit l'image, on va pouvoir le voir parfaitement, toujours. Et chez vous, avec l'ordinateur que vous avez chez vous, ça va être pareil. Quoi d'autre? Mouvement de la Lune, mouvement des planètes. Nous avons Mercure ici, le 1er octobre, il va être là. Le 31, il va être là. Ces taches, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est les zones, puisque le Soleil est là, c'est des zones où l'observation va être difficile. C'est-à-dire le 1er octobre, nous allons pouvoir voir Mercure, mais après, ça va être impossible. Et l'observation ne va pas être confortable. Et pareil pour Vénus.
Le 23, Vénus, en fait, va être, comment dire, en occultation, en conjonction supérieure. Donc, Mars est là, puis on va élargir l'image sur Mars pour vous montrer que le 30 octobre, son boucle commence, et donc il va faire cette trajectoire en mode ascendant, et puis il fait le cycle. Voyons voir Jupiter qui est là, qui est, et vous voyez la flèche qui marque à droite. Le 23, il finit son cycle. Vous voyez, le 23, il finit et il se dirige encore une fois vers l'est et Uranus. Et là également, il fait son boucle là. Voyons voir, il est ici. Et puis Neptune est là, également dans son boucle. Donc cette carte nous sert à expliquer tout cela. Donc nous, on voit les boucles de rétrogradation, comment ils se produisent. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, il y a quelque chose de spécial ce mois. Personne n'en a parlé. Le 25, il y a une éclipse solaire partielle. On a la nouvelle lune et puis le passage du soleil. Donc, si la nouvelle lune coïncide ou était plus près, on aurait une éclipse totale. En fonction de si on est à l'apogée ou au périgée, on pourrait avoir une éclipse angulaire. Mais puisque la circonstance est au fait qu'il y a 20 heures d'écart entre la nouvelle lune et le passage par le noyau, et puis ils ne sont pas tout à fait alignés. Donc, on ne va pas voir une éclipse totale. En Sibérie, par exemple, on va voir que la lune couvre 80% du ciel, et à Saint-Sébastien, Pamplune, juste 7%, à peu près. Donc, ce n'est pas la dernière carte, hein, en tout cas. Hein. Oui, t'as raison. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà. J'ai dit avant que la carte commence le 1er mars et finit en février. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison purement pratique pour cela. Si on commençait le 1er janvier, le 28 février 2024, il faudrait le couper pour ajouter un jour de plus. Mais ce qu'on souhaite, c'est utiliser la carte complète. C'est une raison pratique, mais il y a une raison historique. Les romans, et enfin nous, on a reçu notre calendrier 2. Il commençait l'année le 1er mars. Et en mars, c'est le printemps qui commence. Et en mars, les Romains préparaient la guerre avec leurs boissons. Mais dans l'année 145, il y avait des boissons qui dérangeaient pas mal, qui habitaient à côté de Soria, à Numantia. Et puis les Romains, ils ont dit, si on commence la guerre au mois de mars, l'hiver va arriver, on va pas le renvoyer. Puis il faut commencer 2 mois avant. Et voilà, ils ont changé leur calendrier, on commençait l'année au mois de janvier. Mais historiquement, l'année commençait le 1er mars. Donc on récupère le 1er mars. Mais il y a également une raison astronomique pour donner plus d'importance au point alpha. Au départ de la carte. Et puis, je pense que c'est tout. Hein, on a respecté notre temps. Mais s'il y a des questions, on sera ravis de répondre, évidemment. Nous allons commencer la séance suivante à temps. Donc on va arrêter, on va faire 1 minute, on va prendre 1 minute, 2 minutes pour des questions très très courtes. Si
s'il y a des questions. Tout est clair? Ou peut-être que rien n'a été compris. On est derniers, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de ce symbole pour le trou noir? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut dire qu'il y a un consensus? Hein? Très bien. Parfait. Voilà, vous voyez ici le site web de Alain Fabi. Mais ce n'est pas le site web de notre département. Vous pouvez y aller. En tout cas, Alain Fabi est une société très large. On couvre beaucoup de sujets. Il y a 14 départements différents. Mais on est assez, c'est assez transversal comme société. Pas de problème. Et vous voyez ici le courriel. Donc vous pouvez aller sur notre site web, chercher le département astronomique, et puis là, vous allez voir les éphémérides. Et là, vous allez voir les éphémérides du mois, et puis toutes les éphémérides de l'année, avec les cartes correspondantes à chaque mois. On est très content de ce qu'on est en train de faire, de toute cette carte. Moi, je souhaitais parler au président de la société pour organiser des rencontres, ce qui me paraît intéressant puisque le travail est fait. Je pense que ce serait bien de le partager. Et ici, on a commencé à mettre à disposition les cartes de cette année. Nous avons la même carte en basque et en espagnol. Tout est en bilingue, c'est obligatoire. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci bien. Il n'a pas été ici, mais il a beaucoup travaillé. C'est lui qui a fait la majorité de la présentation. Donc on revient à 19h30. Ça vous dit? On fait une petite pause d'un quart d'heure? On démarre à 7h30. Pile. Est-ce que Frédéric pourrait venir? Je ne sais pas s'il est là. Frédéric? Merci. Tout à l'heure.